Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. On parle ce soir de la loi travail. On en a beaucoup parlé dans l'hémicycle, voté ce week-end, vous l'avez vu, après de longues heures de débat, 250 voix pour et contre 70, avec les constructifs et les républicains qui ont voté ce texte. Et puis la nouvelle gauche, la France insoumise et les communistes, eh bien, se sont opposés. On connaît maintenant le cadre, les grands thèmes de ce projet de loi. Bien sûr, il reste à mettre le contenu, ces fameuses ordonnances. Ça sera fin août. On va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé dans l'hémicycle, les sujets sur lesquels les députés se sont affrontés, tant sur la forme que sur le fond, parce qu'il y a évidemment un débat et des critiques autour de ces ordonnances. Emmanuel Macron, qui n'avait pas fait l'allocution du 14 juillet, le 13 juillet s'est exprimé dans la presse régionale et dans la presse étrangère. Il explique que cette réforme va permettre de donner de la flexibilité à notre économie et une vraie vitalité au dialogue social. Il explique bien que c'est une réforme pragmatique. On y reviendra, c'est un mot qu'on a souvent utilisé, tout en insistant sur le fait qu'elle ne rogne pas sur les droits des salariés. On va en débattre dans quelques instants. Reste l'opposition, elle n'est pas dans l'hémicycle, mais elle est dans la rue avec les syndicats. La CGT appelle à une journée de manifestation le 12 septembre, bon, après les vacances. Et puis la France insoumise, elle, appelle à une grande journée d'action et de mobilisation. Ça sera le 23 septembre prochain pour dire non à cette loi travail. On fait le point évidemment sur cette réforme emblématique voulue et souhaitée par Emmanuel Macron. Laurent Pietraszewski, bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Je crois que je n'ai pas écorché votre nom. On est ravis. C'est la première fois que vous venez dans l'émission Ça vous regarde. Vous êtes député La République En Marche du Nord. Et c'est important de le dire à ceux qui nous regardent parce que vous n'êtes pas encore connus dans le paysage politique. Vous arrivez de la société civile. Vous avez été DRH d'un grand groupe, de la grande distribution, Auchan pour ne pas le citer. Et puis vous avez aussi mené des actions bénévoles. J'ai vu dans du coaching auprès de femmes en recherche d'emploi. J'aimerais dans quelques instants savoir ce que vous avez apporté dans vos valises de la société civile pour faire avancer les débats ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Député UDI d'Eure-et-Loire, vous êtes membre aujourd'hui du groupe des Constructifs, vous étiez auparavant le président du groupe de l'UDI à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, des Constructifs qui ont été sur ces débats très constructif. On y reviendra dans quelques instants. Sébastien Jumel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député communiste de Seine-Maritime, ancien maire de Dieppe, puisque évidemment le cumul des mandats vous empêchait de continuer à diriger cette mairie de Dieppe. Merci d'être là. Les communistes ont été évidemment très actifs à l'occasion de ces débats. Gilles Berset est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille. L'ubérisation de l'économie travaillée au XXIe siècle. Ça, c'est le livre qui est sorti. On le voit aux éditions Odile Jacob. Et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait été très sensible à certains de nos arguments. Enfin, en tout cas, il avait expliqué que vos arguments l'avaient sensibilisé peut-être à réfléchir un peu plus encore à cette réforme du marché du travail. Que s'est-il passé dans l'hémicycle? C'est de longues heures de débat. Les députés ont pu évidemment s'exprimer, s'opposer. Retour évidemment sur cette loi emblématique de la réforme du marché du travail. C'est un projet de loi d'habilitation, ce ne sont pas encore les ordonnances. Explication avec Rim Benhammer. La bataille parlementaire autour de la loi travail a duré 4 jours, la première de cette nouvelle législature. Lors de son baptême du feu, Muriel Pénicaud a défendu une réforme visant à favoriser le dialogue social. D'abord, nous souhaitons que les entreprises et les salariés décident davantage, par la négociation, des règles qui leur sont applicables. Premier angle d'attaque pour les députés de l'opposition, la méthode. Avant même d'examiner le fond, c'est le recours aux ordonnances qui ne passe pas. Vous nous demandez de renoncer sur un sujet majeur à notre rôle de législateur, purement et simplement. Eh bien, pour notre part, nous vous opposons un grand non. Vous n'aurez pas notre blanc-seing pour pouvoir jouer les apprentis sorciers avec le Code du travail. Des critiques reprises par le groupe Nouvelle Gauche et les communistes qui dénoncent la brièveté des débats. Dans l'hémicycle, ce sont donc deux visions du monde du travail qui s'affrontent. Dès le premier article sur l'équilibre entre accords de branche et accords d'entreprise, il y a de nombreuses passes d'armes. Pour les insoumis, c'est une inversion de la hiérarchie des normes. On peut déjà signer un accord dans une entreprise, différent du texte de la loi, à la condition qu'il soit meilleur pour les salariés que ce que prévoit la loi. Et ceci s'appelle le principe de faveur. Si vous changez cette règle, c'est pour permettre qu'il se décide dans l'entreprise ou dans la branche quelque chose qui serait moins favorable pour les salariés que ceux qui se trouvent dans la loi. L'article 3 sur la barémisation des indemnités prud'homales a aussi enflammé l'hémicycle.
Il a été vivement combattu par les communistes et les insoumis comme une faveur faite aux chefs d'entreprise. Ce dont nous traitons, c'est de délinquants. Il ne faut pas rassurer les délinquants. Il faut les châtier rudement, de sorte qu'ils aient peur. Et qu'au moment de prendre leurs décisions, ils ne se disent pas « Oh ben je m'en fous, ça me coûtera tant ». Les députés Les Républicains ont défendu cet article, comme la plupart des mesures de ce texte. Ils rappellent le besoin de prévisibilité des petits patrons. Je suis sûr qu'ici, sur tous les bancs, nous avons des exemples de petites entreprises qui ont été amenées à mettre les clés sous la porte parce que le chef d'entreprise, de bonne foi, avait fait une erreur et avait été, in fine, condamné par les prud'hommes à payer une indemnité disproportionnée. La ministre du Travail fait finalement un geste et promet une hausse des indemnités de licenciement. Une autre critique a émergé tout au long de ce débat, celle sur l'attitude des députés La République En Marche. Systématiquement, votez tous ensemble. Certes, vous avez signé un acte d'engagement, mais systématiquement, vous êtes soumis en fait à un vote impératif, ce qui est anticonstitutionnel. Ils finissent par rendre les coups. Vous n'avez pas le monopole du peuple. Il est bien facile d'opposer sans arrêt chefs d'entreprise et salariés. L'extension du contrat de chantier, le report du prélèvement à la source ou encore la réforme du compte pénibilité, autant de mesures qui ont été adoptées dans ce projet de loi d'habilitation. Mais le contenu même des ordonnances ne sera connu que fin août, après les négociations syndicales. Voilà, retour en plateau, parce qu'évidemment, vous l'imaginez bien, le débat a commencé. On va parler du fond, hein, évidemment, dans quelques instants, mais sur la forme, Laurent Petraschewski, je le disais tout à l'heure, vous venez de la société civile, comme beaucoup de marcheurs, comme beaucoup de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et vous avez été DRH d'un grand groupe. Le Code du travail, on aura ce débat et on l'a eu depuis des mois. Il est compliqué à gérer, ce Code du travail. On nous dit qu'il est trop épais, trop volumineux, et qui finalement il bloque un certain nombre de responsables. Vrai ou pas vrai ? D'abord, juste un tout petit point de précision, mais c'est que de l'importance pour peut-être vos spectateurs et téléspectateurs, mais je n'ai pas été DRH du groupe Auchan, hein, j'étais responsable de la gestion de carrière, l'évaluation et du recrutement du groupe Auchan, mais je travaillais au sein de la DRH du groupe Auchan. Et effectivement, j'ai travaillé en RH opérationnel, vous avez raison de le souligner, puisque c'était ça l'objet de votre question, et effectivement, en quoi je peux apporter moi un éclairage par rapport à ce Code du travail. Le Code du travail, c'est le socle qui régit effectivement les relations dans l'entreprise, et les entreprises, elles sont disparates. C'est ça qu'on a essayé de souligner pendant ces débats. Hein, ce n'est pas forcément la même réalité pour une entreprise où il y aura peut-être de type familial, 3 salariés, et une entreprise où il y en aura plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Et effectivement, ces réalités ne sont pas forcément prises en compte par ce Code du travail, qui est un socle commun sur lequel il faut s'appuyer. Il ne s'agit pas de dire que ce socle commun n'est pas utile. Il est utile, mais il y a aussi besoin de ce que j'ai appelé dans mon propos liminaire à l'Assemblée. Il y a aussi besoin de travailler en proximité et de faire aussi des règles qui soient en proximité avec ceux qui les vivent. Donc vous nous dites ce soir que ce Code du travail ne permet pas cette proximité entre le chef d'entreprise et les salariés. Il ne permet pas toujours cette proximité. Vous vouliez réagir, Sébastien Jumel, et Philippe Vigier va réagir, mais sur l'esprit, d'abord, avant de rentrer dans le fond. Je n'ai pas travaillé à la DRH d'Auchan, mais je ne suis pas pour autant représentant de la société militaire. Je veux vous parler de mon territoire, un territoire où il y a un PIB industriel de 24%. Une vraie diversité des filières industrielles que compte notre beau pays, et plusieurs exemples où le droit du travail a permis de développer les emplois et même d'en sauver. Je vais en citer 3 très rapidement. Alpine Renault, le symbole du fleuron industriel des véhicules sportifs. La force d'expertise des salariés en pleine crise de l'automobile en 2008 a permis, aux côtés de la Chambre de commerce et de l'industrie et des entreprises locales, de faire la démonstration qu'il y avait un avenir pour l'automobile dans mon territoire. Et désormais, Alpine se conjugue non seulement au présent, mais au futur. Deuxième exemple, dans la vallée de la Brelle, l'endroit où on fabrique 90% du flaconnage de luxe, les parfums que vous offrez à vos proches. Eh bien, alors que Saint-Gobain-des-Jonquières allait se faire avaler par un fonds d'investissement prédateur de type LBO, les salariés siégeant au comité d'entreprise ont opposé au LBO une charte de droit opposable pour préserver le Made in France. Pour dire le LBO, pour ceux qui nous regardent, c'est pouvoir acheter une entreprise sans argent. C'est un système purement financier qui suce la moelle d'une entreprise, qui la vend sans avoir forcément les liquidités. Et sans avoir les liquidités. Troisième exemple,
les Palaces Parfums, cette entreprise que François Fillon avait stigmatisée en appelant le patron voyou. Ces femmes, exploitées comme des esclaves des temps modernes, ont obtenu 10 ans après juste réparation grâce à des indemnités prud'homales qui n'avaient pas été plafonnées. 3 exemples. Et mon code du travail dans tout ça, 3 exemples qui démontrent que quand on a des droits d'intervention des salariés dans les comités d'entreprise, on peut s'opposer au MBO. Quand on a des capacités d'expertise, d'analyse, on peut faire des propositions intelligentes pour développer le Made in Dieppe et le Made in France, en l'occurrence avec Alpine. Et puis, lorsqu'il y a des indemnités prud'homales non barémées et non plafonnées, on peut obtenir juste réparation quand on a affaire à un patron voyou. C'est, je crois, une bonne démonstration qu'on a besoin d'un code de travail qui le protège. Philippe Vigier n'est pas d'accord. Juste un mot, parce qu'on aura ce débat au cours de notre émission, mais tous les patrons sont des voyous, dit Jean-Luc Mélenchon. Non, bien sûr que non. Non, mais sincèrement, non, mais vous n'êtes pas dans son groupe. Est-ce que ce soir, vous dites face aux ceux qui vous regardent, il faut trouver un peu de modération dans les propos? Tous les patrons ne sont pas des voyous. D'ailleurs, tous les salariés non plus, je le dis entre parenthèses. Et par contre, il arrive que, d'ailleurs, le droit du travail dit que dans les relations entre un salarié et un employeur, il y a un lien de subordination. Absolument. Qui est lié au fait qu'il y a celui qui décide et qui emploie et celui qui est employé. Eh bien, nous, on pense que face à ce lien de subordination, qui est en fait un lien d'infériorité, il faut protéger le plus faible face au plus fort. Protéger le plus faible, lorsqu'il se passe rien, il n'y a pas besoin de protection. Et quand il y a un pépin, lorsqu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse ou quand il y a licenciement abusif, il faut des outils pour préserver la dignité du salarié concerné. Et je crois que jusqu'à présent, il y avait un consensus sociétal et politique autour de cette idée-là. Philippe Vigier, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes le groupe des constructifs. Vous avez soutenu, on reviendra évidemment sur la question du compte pénibilité, parce que là, il y a eu quelques grincements. Mais sur l'ensemble, vous soutenez l'initiative et ce texte. Expliquez-nous pourquoi il est important d'aller vite, justement, sur ces questions de droit du travail. Quelques remarques. La première, c'est qu'on compare le Code du travail français par rapport aux pays qui nous entourent. Vous voyez, on sort d'un débat tout à l'heure dans l'hémicycle sur la loi de finances et le bilan de l'exécution. On voit des déficits qui s'accumulent, on voit un chômage qui continue d'exploser. Et on voit, pardonnez-moi, vous parlez de protection des salariés, toujours plus de CDD, toujours plus d'intérim. Et est-ce qu'un salarié est protégé lorsqu'il est en CDD? Est-ce qu'un salarié est protégé lorsqu'il est en intérim? Un salarié est protégé lorsqu'il est en CDI. Et une des raisons majeures lorsqu'on interroge les PME, PMI, parce qu'en fait, n'oublions pas une chose, le solde des emplois créés en France en 2016, par les grands groupes, il est négatif. Le solde des emplois créés par les petites entreprises, il est positif. Ça veut dire que les obstacles à la création d'emplois, c'est essentiellement ce code du travail. Pardonnez-moi, je suis également chef d'entreprise et je m'aperçois que lorsqu'on a 30 salariés, on n'a pas un DRH, on n'a pas un directeur juridique et on n'a pas le soutien nécessaire. Donc en un mot, vous en êtes démuni, Philippe Vigier, là, en tant que chef d'entreprise. Vous dites, il y a des moments où... Il y a des moments où c'est compliqué, on est susceptible de faire des erreurs. Mais quelque part, il faut reconnaître que chef d'entreprise se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain si jamais... je dois me séparer de qui ne sont pas tout à fait conformes à la loi. Donc il faut l'assouplir. C'est pas pour précariser les salariés, c'est pour mieux les protéger. Deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure des licenciements abusifs. Eh bien, vous avez devant vous un député martyr. Moi, j'ai eu 2 grands groupes industriels qui ont fermé des unités de 400 salariés. 2 fois 400 dans votre salariés. Circonscription, dans ma circonscription. Johnson & Johnson, vous les connaissez. Ils sont partis délocaliser au Brésil. En quoi ils ont été protégés, mes salariés? Monsieur Montebourg, vous avez fait des grandes déclarations en 2012. Jamais on n'interdira aux entreprises de licencier. On a fait un chèque, on a acheté le silence des salariés. Je veux bien répondre à ça. Eh bien, licenciement abusif, les salariés n'ont pas été protégés. Et 5 ans plus tard, je pense à eux, combien ont retrouvé une activité? Donc, malgré ce code du travail, malgré le code du travail, soi-disant les protections, les indemnités supralégales, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Et puis, pardonnez-moi, sur les barèmes prud'homaux. Je trouve que... Et Gilles Berset. Je connais un tout petit peu cette question. Et j'ai fait en sorte d'ailleurs que dans ma petite ville de Châteaudun, on conserve un conseil des prud'hommes au moment où vous allez le fermer. Il a été bien utile. Mais quand vous avez mis les barèmes, à part que Châteaudun, c'est plus petit que Dieppe. Juste une chose, c'est que quand vous mettez les barèmes, tout le monde va en haut tout de suite. Et en fait, que vous regardez, malheureusement, c'est pas moi, tous les textes le montrent, lorsque vous mettez un barème maximum, on va au attaquer tout de suite. Et ça, c'est un facteur de précarisation pour les employeurs et les salariés. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on retourne de notre bouche le mot voyou. Parce qu'il y a des mots, vous voyez, qu'il faut arrêter de prononcer. Si vraiment il y a un voyou... non, mais c'est pas moi qui l'ai pas Fillon. C'est pas moi. Non, mais là, attendez, c'est vous qui l'avez employé. Bon, puisque vous avez jugé condamnable, n'utilisez pas aujourd'hui les mots que vous avez jugés condamnables à un moment. Vous êtes un économiste. Vous avez
écrit un livre sur cette réforme du Code du travail, sur l'idée qu'on puisse réformer. Est-ce que ça va dans le bon sens? Vous qui observez, qui avez observé les débats, est-ce que vous dites oui, là, comme le dit le FMI d'ailleurs, puisque le FMI salue cette réforme vaste et ambitieuse, dit le FMI, du Code du travail, ou de la réforme du marché. Est-ce que ça va dans le bon sens? Écoutez, Macron est allé dans une direction que nous avons préconisée, Jacques Barthélémy et moi. D'ailleurs, il invoquait à nombreuses reprises nos travaux. Donc, avocat Jacques Barthélémy, spécialiste du droit du travail. Et donc, comme il va dans une direction que nous préconisions, nous pensons évidemment que c'est plutôt une bonne idée, ouais. Est plutôt bonne. Alors, dans l'esprit des choses, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il ne s'agit pas de faire maigrir le Code du travail. Il ne s'agit pas de simplifier le Code du travail. Il s'agit de dire aux partenaires sociaux, si vous le voulez, et uniquement si vous le voulez, vous pouvez par accord majoritaire substituer les normes que vous aurez définies entre vous à certaines des normes du Code du travail. Si vous ne voulez pas cette substitution, le Code du travail continue à exister tel qu'il est maintenant. Il faut une volonté des deux. Il faut une volonté des deux, et il faut que les représentants du salarié qui signent cet accord collectif, qui acte de ce changement de normes, est une majorité des voix aux précédentes élections professionnelles. C'est quand même quelque chose d'immensément sécurisé. Alors après, on est dans la logique globale d'un accord. C'est pour ça que je suis en désaccord complet avec le propos de Mélenchon tout à l'heure. Dans la globalité d'un accord, il y a des points qui peuvent être évidemment des reculs par rapport à des avantages précédents. Et puis il y a des points qui sont des avantages. Et il revient aux signataires de l'accord pour voir si dans l'économie globale de l'accord, il y a un gain. Si vous voulez, c'est comme vous... Mélenchon dit c'est toujours à la faveur du patron, non, et le salarié sera toujours à voir. C'est son discours. Un accord comprend de nombreux points. C'est comme quand on vous propose un changement de boulot. Le nouveau boulot peut être mieux payé, il peut y avoir plus de responsabilités, mais il peut être plus loin que l'ancien. Bon, ben ça, c'est un inconvénient, le fait qu'il soit plus loin. Et puis les deux autres éléments sont des avantages. Et là, on arbitre. Et à vous seul de dire, globalement, au vu des avantages et des inconvénients, je considère que je gagne à changer de boulot. Juste une question concrète, Gilles Berset. Là, on parle du cadre général. Vous dites quand chef d'entreprise et salariés se mettent d'accord sur un accord, donc il pourra primer sur l'accord global. Sur quels éléments ils peuvent travailler? Le temps de travail, le niveau des rémunérations, c'est quoi les éléments concrets? L'ouverture sur le temps de travail a déjà été faite par la loi El Khomri. La nouveauté, c'est un élargissement à l'ensemble du Code du travail dans des limites qui sont bien sûr celles des principes, respect des libertés fondamentales, de la dignité du travailleur, enfin de tous les droits fondamentaux, et puis respect bien sûr du droit supranational européen, mais pas simplement européen, qui s'applique évidemment par nécessité en France. En dehors de ces deux ensembles de limites, les conventions de branche et d'entreprise auront la possibilité de décider de nouvelles normes, et les normes du Code du travail seront supplétives de ces nouvelles normes. C'est-à-dire les normes qui s'imposent seront celles décidées par les représentants des travailleurs et les représentants des entreprises. Laurent Pietraszewski, c'est important cet élément parce que, et je vais vous donner la parole Sébastien Jumel, mais le débat de faire redescendre la négociation au niveau de l'entreprise, c'est un élément, on en parle depuis presque un an, puisque la loi El Khomri avait évoqué cette question. C'est une très forte tension. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ceux qui disent mais c'est pas possible, c'est le patron qui va avoir à chaque fois le dernier mot? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent ce soir? Oui, c'est un principe qu'on avait évoqué effectivement dans le débat, qui est le principe de subsidiarité. Alors effectivement, en dehors de la notion qui peut paraître un peu technique, mais quand elle renvoie au fait que c'est simplement on essaie de décider au plus près de ceux qui sont concernés. C'est en cela que c'est intéressant. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien. Ah bien oui, effectivement, on ne va pas laisser les responsables d'entreprise faire tout seuls ce qu'ils veulent. C'est pas du tout l'objet. D'ailleurs, ce qui a été bien expliqué par mon voisin, c'est qu'effectivement, on va laisser plus de place à la démocratie sociale. Ce qu'on cherche à faire ici avec ce texte, c'est à bien articuler démocratie politique et démocratie sociale. Faisons confiance aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont des gens responsables. Les personnes qui portent les mandats dans les branches auront à cœur de défendre les salariés. Ils auront au moins autant à cœur de le faire que les députés qui font la loi, puisque ce sont des représentants syndicaux mandatés. Et le gros avantage qu'on a, on viendra dans les boîtes où il n'y a pas de syndicats. Oui, mais on va y venir juste après, avec plaisir. Je termine juste mon propos et je laisse la parole à mes estimés collègues qui ont besoin de répondre, et tant mieux. Mais on a là la possibilité de faire confiance. Et moi, j'insiste bien. Ce veut pas dire, j'ai entendu dans l'hémicycle, oui, on n'est pas au pays des bisounours, mais les représentants... Des oui, c'est tout à fait vrai. Excusez-moi, je sors dans une projection personnelle. Mais très précis sur la... C'est quand même un petit peu... Moi, je trouve ça
assez désagréable vis-à-vis des représentants syndicaux qui sont mandatés pour aller négocier dans les branches. Croyez-moi, ce sont des gens qui sont extrêmement expérimentés et qui savent très bien ce qu'ils vont négocier. Donc, il ne faut pas jouer à se faire peur. Hein. Donc, il y a beaucoup de fantasmes. On l'a entendu tout à l'heure de la bouche de Gilbert Sette. Deux, trois éléments. Sébastien Jumel, 3 maximum et Philippe Vigier ensuite. Il y a 3 débatteurs qui sont favorables au projet de réforme et je respecte leur opinion, mais on a essayé de représenter je veux développer l'opinion de celui qui s'oppose à cette réforme. D'abord, sur les propos de notre collègue Vigier, il a raison de dire que les emplois créés ces dernières années sont souvent des emplois précaires. Ça, c'est factuel. Je ne sais pas en quoi la mise en place de contrats atypiques, de contrats de projet qui ne sont ni des CDI, de chantier, ni des CDD, ou bien encore des accords d'entreprise capables de remettre en cause les clauses substantielles du contrat de travail sont de nature substantielles, pour ceux qui n'ont pas fait de droit, c'est quoi concrètement? Des clauses inhérentes au contrat de travail, c'est-à-dire à son niveau de rémunération, à son temps de travail, ou bien encore à sa localisation. En quoi c'est de nature à résorber la précarité. Deuxième élément, regardons ce qui se passe autour et voyons comment on peut s'en inspirer. Il y a eu une tribune publiée dans un journal sérieux, le journal Le Monde, ces derniers jours, signée par Madame Freitel et Monsieur Leray, qui nous explique que les recettes de la réforme travail ont été mises en œuvre dans grand nombre de pays européens, avec des résultats que l'on connaît, c'est-à-dire une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et une augmentation... On a déjà, hein, Sébastien Jumel. Non, mais pas dans les mêmes proportions. Ah d'accord, donc on a déjà beaucoup de travailleurs pauvres. En Angleterre et 20% en Allemagne. Et puis, je veux dire aussi que cette tribune met l'accent là-dessus, et je partage l'opinion développée par ces 2 chercheurs, que une réforme qui vise en gros à inverser la hiérarchie des normes et à faire primer les accords d'entreprise et sur le contrat de travail et sur les accords de branche. Mais sans, dans le même temps, réfléchir à quelle politique industrielle, quelle perspective de croissance durable, quel travail sur la structuration des filières et la formation, c'est une réforme qui va il y a une réforme sur la formation professionnelle. À ubériser et à précariser le droit du travail. Ensuite, sur... Et Philippe Vigier. Philippe Vigier... On a un temps de parole compté, même sur un peu de télé... Sur les emplois précaires, nous avons déposé des amendements pour lutter contre la précarité en entreprise. Je regrette qu'il n'ait pas été adopté. Et nous avons déposé des amendements pour lutter contre les licenciements de compétitivité qui visent à délocaliser des entreprises comme celles que vous avez évoquées. Je regrette qu'elles n'aient pas été votées non plus, parce qu'il y a des solutions aux menaces qui pèsent sur le Made in France. Philippe Vigier, un mot sur le plan économique. Est-ce que, et ça c'est un vrai débat d'experts, vous aurez la parole, mais est-ce qu'il y a une adéquation, et moi j'ai lu l'inverse, mais peut-être allez-vous me contredire, que lorsque cette loi aura été votée, il y aura mécaniquement des créations d'emplois. C'est une loi sur quoi? Sur la confiance, sur donner une forme de dynamisme, de dynamique, c'est quoi? Il n'y a de création d'emplois que lorsqu'il y a de l'activité. 1,8, une croissance qui repart. On est à 1,2 en 2016, j'espère qu'en 2017... 1,8 en 2018. Je suis très très prudent, moi je souhaite qu'elle soit la plus élevée possible. Il faudrait qu'au moins on soit à 2% pour avoir une base d'emplois positifs qui se crée dans ce pays. La deuxième chose, c'était dit tout à l'heure, le dialogue social, il ne marche pas dans le pays. C'est pas la peine qu'on se raconte des histoires. Il ne marche pas? C'est-à-dire? Il y a 6% des gens qui sont syndiqués. Beaucoup plus faible qu'en Allemagne, comparé, parce que vous allez prendre l'exemple de l'Allemagne, donc je le prends. Donc le dialogue social, il est insuffisant, il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attirance des Français, des salariés pour les syndicats. Et il y a combien d'entreprises dans lesquelles on fait des constats, il n'y a pas de délégué du personnel, et après c'est là où ça ne se passe pas très bien. Donc moi je pars du principe pragmatique. La proximité, c'est quoi? Ça peut être des accords de branche pour un certain nombre de choses et des accords d'entreprise pour d'autres. Ce qu'il faut, c'est trouver un bon équilibre. Il n'y a pas les branches qui disent la vérité et les autres qui disent des choses qui ne sont pas bien. Et n'ayez pas peur du fait que les uns et les autres peuvent porter de la... Non, mais j'entends souvent l'inversion de hiérarchie des normes. Non, mais dans l'hémicycle, on a toujours des mots, les téléspectateurs qui nous regardent, l'inversion de la hiérarchie des normes, pour eux, c'est tellement compliqué. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, il y a 20% de travailleurs pauvres en Angleterre, en Allemagne. Très bien. En France, il y a 9 millions de pauvres. Il y a 6 millions de chômeurs. Très bien, ça fait 15 millions. Ça fait, pardonnez-moi, ça fait 15 millions. Si on regarde malgré notre modèle social, malgré notre modèle social qui est tellement redistributeur, avec le maximum. Je parle de la photographie des salariés. Si avec le maximum. Non, mais avec le maximum de redistribution. Avec le maximum de redistribution, parce que nous sommes dans le pays qui est le deuxième de tous les pays européens en matière de dépenses publiques. Donc, si ça devait aller mieux, on devrait s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune protection. Enfin, peut-être un sujet sur lequel on peut se retrouver. Avec une protection sociale qui a amorti la crise plus considérablement. La fameuse crise de 2008. La crise, parce que comme vous
êtes maire, vous l'avez été, je suis également, on voit bien que la crise, elle gagne partout, et que les difficultés s'amoncellent sur les têtes des Françaises et des Français. Et ça, on le constate au quotidien. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas... Les syndicats, c'est vrai qu'il y a 7% de Français syndiqués, mais les syndicats, évidemment, sont, au moment où les députés étaient dans l'hémicycle, à débattre jour et nuit, ou presque, bien les syndicats négociaient. Et ils continuent à négocier parce qu'évidemment, on en saura plus fin août pour savoir bien exactement le contenu de ces ordonnances. Écoutez Laurent Berger, c'est un syndicat, la CFDT, qui travaille vraiment la main dans la main et qui joue le jeu, et vous allez l'entendre, en tout cas, et c'est ce qu'il nous dit. Eh bien, grâce à l'action de son syndicat, eh bien, ils ont fait et réussi à gagner notamment des avancées sur les questions de licenciement. Écoutez-le. Là, ce qui est demandé aux organisations syndicales, c'est de venir avec des propositions, des contre-propositions. Je prends un exemple. La CFDT est venue avec une proposition, Force ouvrière et d'autres aussi, qui est de relever les indemnités légales de licenciement. Oui. En disant, aujourd'hui, vous nous dites qu'en Europe, il y a des indemnités prud'homales qui sont les plus élevées, mais regardez, les indemnités légales de licenciement, c'est les plus basses d'Europe. Exactement. Et donc, on a dit, relevez-les. Et on a, la semaine dernière, une ministre qui annonce ici même à l'Assemblée nationale qu'elle va les relever. Alors nous attendons maintenant de voir le niveau de nous demandons qu'elles soient doublées, qu'il n'y ait pas plus de conditions d'ancienneté pour y avoir droit. Mais voilà, ça vient d'où? Ça vient de propositions syndicales. Ça vient d'une proposition syndicale, Laurent Petrachevski. C'est grâce aux efforts que mène la CFDT que la ministre a fléchi. C'est ce que dit Laurent Berger. Moi, je suis vous en pensez quoi? Vous êtes rapporteur du texte. Négociation avec l'équipe de la ministre. Non, parce qu'on sent qu'il y a quand même une sorte de débat un peu parallèle, comme ça, une volonté des députés. Il y a comme ça une sorte de double écho du sujet. On ne sait pas trop qui mène la danse. Mais c'est très bien. On sait très bien qui mène la danse parce que sur le fond, le but, c'est de mettre les partenaires sociaux au cœur de cet échange. Et ils y sont. C'est ce que nous dit d'ailleurs Laurent Berger quand on vient de l'écouter. Donc ils y sont. La ministre et les partenaires sociaux se voient. Il y a un certain nombre de rounds, d'échanges, de réunions qui s'enchaînent et qui portent d'ailleurs, la ministre nous l'a expliqué, à la fois dans l'hémicycle et également à la commission, avec des thématiques qui sont différentes. Il y a 3 grandes thématiques, on ne va pas les reprendre ici, c'est pas l'objet. Mais voilà, et donc ces thématiques se terminent d'ailleurs le 21 juillet. Et donc il y a bien un calendrier de négociation. Donc on est bien sur le fond, on est bien en train de participer au dialogue social et le gouvernement fait son rôle. Et nous avons le nôtre, qui est celui de législateur, de débattre et effectivement de donner un cadre au gouvernement dans le cadre du projet de loi. Ma question était peut-être mal posée. Est-ce que vous savez déjà, avant même qu'évidemment les ordonnances aient été présentées fin août, dans quelle lumière, vers quelle tendance on va aller? Est-ce que vous avez des informations sur cette question du contrat de chantier? Est-ce qu'il y a des précisions sur ces points-là, ou vous aussi, vous êtes dans l'attente et l'expectative? Je vais répondre et passer la parole parce que je vois que mes collègues sont en Et GR7. Oui. Et puis, non, mais vous n'avez pas d'informations sur le sujet, parce qu'en même temps, on a très envie de savoir. D'autres celles que la représentation nationale a, et c'est ça que je voulais simplement souligner avant de passer la parole à mon voisin et à mes contradicteurs, c'est que la ministre, à la fois en commission, mais également a été présente pendant la totalité des débats et a répondu à l'ensemble des parlementaires qui l'ont sollicité sur toutes ces questions-là. Et donc sur le CDI de chantier ou CDI de projet, elle a également répondu et donné un certain nombre d'éclairages. Et je passe la parole à mon voisin ou à mes contradicteurs. Gilbert Sette, concernant les licenciements, je suis allé sur le Dallos pour voir les amendements, ce qu'ils avaient modifié. Là, on voit que les amendements, on peut modifier la structure dure du texte, mais il y a un débat. Et alors ça, c'est toujours un jargon juridique un peu complexe, mais sur la notion de périmètre d'appréciation de la cause économique, il y a un amendement qui a travaillé sur cette question. Et évidemment, c'est un sujet important parce qu'on déconnecte l'international, enfin l'entreprise qui peut être à l'extérieur, de l'entreprise qui aurait une filiale ici en France. Ça change quoi pour vous savez, les salariés? Tous ces c'est une donnée très importante. Tous ces changements visent, c'est comme le plafonnement des indemnités dans le cas d'un licenciement abusif, tous ces changements visent à rapprocher la France de ce qui existe des normes dans une majorité de pays qui nous entourent. Mais quand je dis une majorité, c'est une très grande majorité des pays qui nous entourent, y compris les pays scandinaves et nordiques, qu'on considère comme des modèles beaucoup plus égalitaires que la France. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on cherche par ce plafonnement? À donner aux entreprises une visibilité sur le risque maximum qu'elles encourent. Parce que ce pas les grandes entreprises qui sont concernées par... C'est les petites. C'est les petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir peur effectivement de l'incertitude. L'incertitude sur la réparation d'un réel préjudice en cas de licenciement abusif. C'est la raison pour laquelle, dans tous les autres pays européens, quasiment tous les autres pays européens, ce plafonnement existe. Ce que nous proposons avec Jacques Barthélémy, c'est d'assouplir un tout petit peu les choses. C'est-à-dire de définir des plafonds d'indemnisation, tout en permettant aux juges, dans des cas exceptionnels et à condition de motiver cette décision,
eh bien, dans des cas exceptionnels, il aurait la possibilité de dépasser ces plafonds. Mais en motivant et dans le cadre de motifs qui pourraient être définis à l'avance. Donc on barémise les indemnités prud'homales, voilà. on peut Et les puis, harmoniser ou les assouplir. C'est quelque chose d'essentiel. Oui, expliquez-nous, parce que c'est un peu technique mais assez concret. D'abord, du côté des salariés, maintes fois, on a été scandalisé par incompréhension, par le fait que des entreprises qui licenciaient en France proposaient de reclasser des salariés dans des filiales en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, etc. Elles appliquaient la loi telle qu'elle existe. Il y avait des emplois qui se créaient ailleurs. Bon, et proposaient aux salariés, rejoignez le groupe qui se... on leur disait, mais c'est complètement indigne. Et puis, par ailleurs, des investisseurs étrangers en France disent, attendez, on a peur, nous on a un grand groupe, si on met une tête de pont en France pour tenter le coup, et si ça marche pas, on a une obligation de reclassement dans notre groupe. Bon, c'est un risque, un coût potentiel qu'on ne veut pas assumer, on n'investira pas chez vous. Donc pour ces deux raisons, on se rapproche, il a été décidé de se rapprocher de ce qui existe, encore une fois, dans une majorité de pays. Ce ne sont pas des clauses esclavagistes, ce ne sont pas des L'idée de permettre une appréciation au niveau national et international, c'est ce que dit exactement le texte juridique, je l'ai repris. Et c'est vrai que ça avait été un débat, Sébastien Jumel, tendu déjà dans la loi El Khomri, parce que cette question-là avait déjà été soulevée. Vous vous y opposez? Les arguments sont extrêmement précis et juridiques. Je veux dire deux ou trois mots. D'abord, sur la forme, vous avez eu raison d'insister pour dire qu'au moment où le Parlement était appelé à se prononcer, des discussions, et elles sont légitimes, avec les organisations syndicales ont lieu, et du coup on demande au Parlement à l'aveugle de se prononcer sur un texte qui peut évoluer en cours de route et qui sera précisé sans possibilité d'amendement en fin de parcours. C'est la règle des ordonnances, si je peux me permettre. Oui, mais c'est une règle que nous avons contestée parce qu'elle n'est pas respectueuse de la capacité du Parlement à enrichir le texte. Vu pour les syndicats. Maintenant, sur le fond. Oui, vous voulez intervenir sur le périmètre. Oui, la question du périmètre du licenciement économique et puis la question des indemnités. Parce que les indemnités, ça peut être aussi une justification d'un recours devant le Conseil constitutionnel. J'ai dit à quel point, d'abord, on a eu... Le groupe hésite à déposer? N'hésite pas. Il y a une humiliation du juge paritaire que représente le juge prud'homal. Il est composé d'employeurs et de salariés, et en plafonnant les indemnités prud'homales, on remet en cause, l'impérium du juge, c'est-à-dire la capacité du juge à faire preuve de discernement sur... plus ou moins, Gilbert Saad dit que le juge peut encore apprécier. Il y a ce que lui dit, il y a ce qu'il y a dans le texte. Non, mais il y a ce que lui dit et ce qu'il y a dans le texte. Deuxième chose, la capacité d'un juge, c'est un principe fondamental en droit, et pas seulement en droit du travail, le juge d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice. Deuxième élément. Enfin, sur le licenciement économique, jusqu'à présent, lorsqu'on voulait motiver les causes réelles et sérieuses d'un licenciement économique, on regardait le périmètre du groupe pour savoir s'il y avait une justification économique. Désormais, et les entreprises savent jouer de cela, on pourra justifier qu'un site, qu'un secteur, qu'une entreprise est dans une situation de difficulté économique, et quand on organise ou qu'on départementalise des entreprises, on sait comment faire, pour justifier d'un plan social. Sans pouvoir retourner vers le siège. Et ce qui veut dire que ça peut y compris pénaliser des industries en France au bénéfice de relocalisation d'activités dans des pays à bas coût, où le droit du travail est. Et à contrario, ça peut faire hésiter des grands groupes internationaux à venir chez nous. Je demande à voir. Je demande à voir parce que la flexibilité, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas montré son efficacité en matière de création d'emplois. Philippe Vigier, on avait deux sujets. C'est technique mais important parce que c'est cette question de savoir si le siège de la multinationale peut assumer lorsqu'elle décide. Là, dans le cas présent, ça sera un périmètre national, déconnecté, on est bien d'accord, de l'entreprise mère, qui peut être aux États-Unis ou qui peut être dans un pays européen. Vous y êtes favorable à cette idée-là? Oui, je suis favorable parce que sinon, écoutez, on était à la recherche d'investisseurs. Et on a eu un bon signal en 2016, pour la première fois depuis de longues années, il y a eu à nouveau des investissements massifs en France. Mais ils exploseraient. Ils augmenteraient considérablement si on avait un code du travail plus adapté, si on avait un parcours, là où peut-être on se retrouve, c'est qu'on ne peut pas traiter isolément le code du travail de l'environnement, parce que la compétitivité coût, la compétitivité hors coût, et tout cela, ça doit être géré ensemble. Moi, là où je ne vous suis pas du tout, c'est que une fois de plus, on parle des grands groupes. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde. Revenons sur les PME, PMI. Vous ne parlez que de boîtes qu'on va délocaliser. Vous ne parlez que d'entreprises qui vont délocaliser extérieurement. Mais attendez, la boîte qui a 50 salariés, c'est pas son sujet. Non, mais laissez-moi finir. Elle veut construire des emplois. Je veux bien elle veut avancer. Elle veut exporter. Alors, simplement, sur le véhicule législatif, l'ordonnance. Moi, je suis favorable aux ordonnances. Ça peut vous surprendre. Pour sa rapidité, pour l'efficacité de l'outil. Vous verrez, quand vous serez parlementaire depuis 2 ans, on en reparlera.
Et vous nous direz, vous avez raison, on y reviendra. Parce que vous avez vécu, vous, les navettes mais parce incessantes. que les navettes, c'est insupportable. Ça veut dire que, est-ce que oui ou non, il y a un mot, est-ce qu'il y a urgence sociale dans le pays, oui ou non? Il y a urgence sociale. Face à l'urgence sociale, on réagit ou on ne réagit pas? Il faut réagir. Je dis pas. Le texte ne répond pas à l'urgence Non, mais pardonnez-moi, mais vous dites, parce que vous êtes arc-bouté en disant on n'en veut pas. Moi, j'ai dit simplement, on autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. En revanche, c'était les propos, j'ai fait l'explication de texte du groupe, on sera attentif sur ce qu'il y a dedans. Et là où j'ai une petite différence avec notre collègue nordiste, il ne faut pas vivre de façon passive le contenu de ces ordonnances. Parce que si on les découvre et ne lui conviennent pas, ça sera un vrai sujet. Parce qu'on ne pourra pas les amender. C'est maintenant. Mais vous ne pourrez rien faire, Philippe Vigier. C'est la raison pour laquelle nous avons dit au gouvernement. La loi de rectif, effectivement. Et oui, c'est ça vrai. veut donc dire que nous avons dit au gouvernement, c'est maintenant que ça démarre. Que vous travaillez avec les partenaires sociaux en navette, c'est normal. Avec les groupes parlementaires, et ben j'aurais rêvé, je vous dis simplement une chose, c'est que chacun des groupes parlementaires soit sollicité, puisque c'est le fameux concept de en même temps. Donc vous voulez que ça se fasse d'une manière un peu plus ouverte, on ne peut pas être appelé en solidarité pour aller vite sur un véhicule sans être invité à en parler. Le meilleur, et en plus on vous dit, circuler. Laurent Pietraszewski, un mot et un citoyen qui s'appelle une sentinelle citoyenne, puisque vous ne connaissez pas l'émission, mais il y a des sentinelles qui vous observent et qui vont s'exprimer. Je vais découvrir avec intérêt. Non, donc un mot, mais la ministre du Travail revient, vous le savez sans doute, mais revient nous voir dans la commission des affaires sociales. Et donc elle va bien continuer à participer avec nous à ce travail. Donc ça doit. Pour vous éclairer un peu, c'était ma question tout à l'heure. Mais c'est entendre et intégrer, ce qui est un peu différent. Enfin, Philippe Vigier ne veut pas être surpris, c'est ce qu'il vous dit. J'ai bien entendu, Je pense qu'il a dit. On a dit les choses. Il est constant entre ce qu'il a dit dans l'hémicycle et ce qu'il a dit dans le studio. Voilà, c'est important. Et puis un deuxième point plus technique, mais je fais confiance à ceux qui ont un peu plus d'expérience que moi dans le domaine parlementaire, c'est que de toute façon, les ordonnances vont être ratifiées, elles vont être présentées au Parlement. Et donc il y aura une nouvelle discussion. On aura la possibilité d'échanger sur ces ordonnances. L'échanger, c'est pas modifié. Gilles Berset, autorisez-moi, Mehdi, un tout petit point, et puis Mehdi va parler sur juste les après. ordonnances démocratiques, la gauche et la droite, sur les 30 dernières années, ont largement recouru aux ordonnances. Je rappelle que le passage aux 39 heures s'est fait par l'ordonnance de janvier 1982, qui a été votée la loi d'habilitation et de ratification à une quasi-unanimité par la gauche. Alors, quand elles vont dans un certain sens, on trouve ça pas antidémocratique. Et puis, quand on est contre la majorité, là, tout d'un coup, c'est démocratique. En tout cas, gauche et droite l'ont utilisé autant que de besoin. C'est la vérité. Il faut quand même contre front le débat des ordonnances. Regardez, je vous présente Mehdi. Mehdi est avec nous, je vous ai fait un tout petit peu attendre Mehdi. Vous êtes toujours aussi chic d'ailleurs, et vous êtes un militant, on peut le dire, vous n'arrivez pas masqué parce que vous étiez engagé comme militant auprès des LR. Ce soir, vous êtes dans quel état d'esprit sur un sujet aussi sérieux et concret que cette loi travail? Vous la soutenez? Vous la soutiendriez, cette loi, si vous étiez un jeune député? Si j'étais un jeune député, je la soutiendrais sûrement, mais après, je ne peux pas m'exprimer sur un sujet aussi compliqué, donc, enfin, je veux dire en détail. Mais il y aurait sûrement des points que j'améliorerais, comme beaucoup des députés constructifs ont proposé, notamment pendant les dernières propositions. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir par rapport à ce texte et par rapport à l'environnement finalement de ce texte? Je trouve que ce texte, finalement, à mon sens, peut apporter du positif au niveau de l'emploi et de l'économie pour la France, mais au niveau de, des citoyens et beaucoup de militants, même si ce n'est pas forcément dans ma famille politique, il y a un très fort rejet que je peux comprendre, puisqu'il y a une peur aussi de la précarité au niveau des travailleurs. Et donc il faudrait réussir, dans une certaine mesure, à réussir à parler aux gens, pas seulement aux politiques, mais aussi aux citoyens, à réussir à leur faire comprendre que cette loi peut, dans une certaine mesure, apporter des choses bénéfiques au pays. Juste un élément très important, parce qu'on peut ouvrir, grâce à Mehdi d'ailleurs, parce que je ne savais pas ce qu'il allait nous dire, le débat sur la mobilisation sociale. Parce que c'est vrai qu'il y a d'abord la CGT, puis la France Insoumise. Les communistes seront engagés dans cette mobilisation. Comment dire aux Français, aux jeunes, qui n'ont pas de boulot, ce texte, il est bon pour vous parce qu'il vous permettra de mettre le pied à l'étrier. Parce que ce que nous dit Mehdi, qui est un militant de droite, des Républicains, il dit, moi j'entends autour de moi finalement des gens qui se crispent très rapidement en pensant que ce texte amène un peu plus de précarité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre? Sébastien Jumel était clair tout à l'heure. On va précariser la France. Sur le Allez-y. réseau. Laissez-le répondre et puis vous allez pouvoir débattre.
Peut-être un point d'exemple. L'objet de ce texte, c'est justement de sortir de la précarité. Si on prend juste l'exemple du contrat à durée indéterminée de chantier ou de projet, c'est un contrat à durée indéterminée qui va donner à celui ou à celle qui l'obtiendra la possibilité de trouver facilement un logement, parce que c'est un élément important de la précarité. Un prêt. Un prêt, effectivement. C'est fondamental. Qui pour avoir un véhicule pour se déplacer, qui peut-être pour améliorer son logement existant ou celui qui loue. En tous les cas, voilà quelque chose qui est extrêmement concret, qui répond aux besoins des entreprises, parce que les entreprises n'ont pas toujours la visibilité à 15, 20 ou 30 ans de leur réalité. Ouais. Ils ont une visibilité notamment sur des chantiers, des projets qu'ils ont mis en œuvre, des commandes qu'ils ont eues, et ça permettra d'avoir autre chose que des CDD ou des intérims. Donc voilà bien quelque chose de très concret, très pratique qui sort de la précarité. Philippe Vigier, un mot, et Sébastien Jumel, qu'on soit bien d'accord, les fameux contrats de chantier traitaient d'abord du bâtiment, et à travers ce texte, on l'ouvre à d'autres secteurs d'activité pour être bien par accord de branche et pas par accord d'entreprise. Vous en pensez quoi, ces contrats de chantier? Puisque Mehdi dit... que ça va plutôt dans la bonne direction, mais ça, il y a longtemps que je milite pour un contrat qui s'appelle le contrat à droit progressif. C'est quoi un droit progressif? C'est un CDI. Mais au fur et à mesure que vous prenez de l'ancienneté dans l'entreprise, vous avez plus de couverture sociale, plus de droits à la formation. Parce que le problème, en fait, pour un salarié qui sort d'un contrat de 8 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, plutôt que de le laisser sur le bord de la route, c'est justement de le prendre en main immédiatement pour le reformer, l'adapter au poste s'il l'a quitté pour des raisons X ou Y, un souhait ou alors l'entreprise ne fonctionnait pas, ou alors de le renvoyer sur une autre voie. C'est ce qui se pratique d'ailleurs beaucoup dans les pays scandinaves, et ça marche bien. Disons les choses, c'est une bonne activation des fonds de formation, parce qu'on a 40 milliards d'euros qui sont dépensés sur la formation en France, permet de vous ramener à quelques lectures d'audits qui ont été faits sur la formation professionnelle. C'est une usine à gaz, Philippe. Et la formation professionnelle continue en particulier. Non seulement c'est une gestion à 3, dites-nous. L'État, les collectivités territoriales, vous savez en particulier la région, et même des fonds européens qui se mettent là-dessus, avec une efficacité avérée. Et c'est en tout cas, la question de la formation est un sujet éminemment complexe pour celui qui s'y penche un tout petit peu. Sébastien Jumel, ce que dit ce jeune Mehdi. On a des fois tendance à opposer les défenseurs de la loi comme étant connectés à la vie réelle et ceux qui y sont posés comme dogmatiques. Je veux prendre des exemples. Les entreprises qui sont sur mon territoire, comme d'ailleurs celles qui ont été interrogées par l'INSEE pour fixer leurs priorités. Elles disent quoi? Formation. Oui. Problème de formation. Si je suis dans la grappe méca-énergie en Seine-Maritime, j'ai besoin de jeunes formés à ces métiers-là. Des chaudronniers. Deuxième chose, l'investissement public, le niveau d'investissement public comme sève de soutien au réseau des PME-PMI. Troisième question notée par l'INSEE, la question de la structuration des filières industrielles. Enfin, sur la question évoquée à l'instant de la mobilisation, moi je pronostique que la mobilisation va être très forte. Parce que nous allons mettre... On ne le sent pas là en ce moment. On ne le sent pas. Nous allons mettre l'été à profit pour vulgariser les mauvais coups qui sont contenus dans cette mauvaise loi. Nous allons mettre la rentrée à profit pour faire la démonstration qu'à travers ce texte, c'est l'ubérisation, la généralisation de la précarité qui est au rendez-vous. Et moi, je vous pronostique une rentrée qui sera chaude parce que j'ai pas entendu de chef d'entreprise me dire pendant cette campagne électorale, et j'en ai rencontré de nombreux, pas seulement des organisations syndicales, des chefs d'entreprise, me dire qu'ils attendaient avec une folle impatience la réforme du droit du travail. C'est une illusion de l'esprit que de dire cela. J'ai invité la ministre à venir dans mon département rencontrer et les salariés et les entreprises. Cette invitation tient toujours, y compris pour le rapporteur. Et puis sur le CDI de chantier quand même. Moi, j'ai deux exemples. Enfin, c'est assez concret, excusez-moi pour ceux qui nous regardent, qui disent, voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai une mission qui va durer 2 ans, et si je le prends en CDI, j'ai des problèmes qu'on vient d'évoquer sur deux centrales nucléaires et un projet éolien offshore. Donc 2 gros chantiers, carénage des centrales nucléaires et projet éolien offshore. Eh bien, jusqu'à présent, les salariés du nucléaire ou les salariés du projet éolien offshore, les entreprises pouvaient leur proposer des CDI, notamment pour la main-d'œuvre qui était qualifiée. À partir de demain, avec ce mauvais projet, ils vont généraliser le CDI de chantier qui n'est ni un CDI, ni un CDD, ni un CDI, ni un CDD. Et donc, je vous pronostique une montée
Des nomades du nucléaire notamment. Les fameux nomades, mais qui existaient déjà, si je peux me permettre. Les nomades du nucléaire existaient déjà avant. Oui, mais avec une aggravation. Une aggravation. Vous vouliez essayer de faire croire à tous les auditeurs que sur des contrats liés à la transition énergétique, par exemple les éoliennes, il n'y a que des CDI. C'est faux. Vous avez dit. J'ai dit qu'on allait aggraver le recours non, moi je vais vous dire une chose qui est différente. Je suis dans un département dans lequel, et dans la circonscription dans laquelle, il y a 280 éoliennes. On fabrique même des emballages d'éoliennes, parce que j'ai eu la volonté, avec des industriels, de les accompagner pour trouver une solution. Pardonnez-moi. Il y a quelquefois des contrats de mission qui se passent, et ça passe pas l'intérim. Parce qu'il y a 6 mois. Et vous voulez les généraliser. Mais c'est pas du tout. C'est vous qui voulez les généraliser, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des CDD, et moi, je préfère. L'idée, c'est de commencer en CDD. Je préfère justement des avancées telles qu'elles sont préconisées là, parce que j'ai un ras-le-bol des CDD, c'était dit par notre collègue tout à l'heure. Quand vous avez un CDD, il n'y a pas un banquier qui vous prête 1 euro pour le oui, c'est clair. Et voir un appartement. Mais malheureusement, Gilles Berset, précarisation, contrat de chantier. Ces projets devront être organisés par des accords de branche. Je veux dire, faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc les partenaires sociaux, pas au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche. Pourquoi vous dites je sais mieux que les négociateurs au niveau de la branche, ce qui peut être bon pour les travailleurs conjointement et ce qui peut être bon à l'entreprise. Il ne m'a pas échappé que le texte était global et cohérent et que le texte permettait, y compris en l'absence de syndicats, c'est au niveau de la branche que les choses seront définies, encadrées, organisé pour ces contrats de projet. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, juste très rapidement. Moi, je ne sais pas ce que va être cette mobilisation, évidemment, on ne va pas en préjuger. Moi non plus. Je vois simplement que quelqu'un a été élu président de la République en disant « je vais faire cette réforme ». Il n'a pris personne au dépourvu. En donnant de l'État, personne n'a été pris au dépourvu. Il a été élu. Ce quelqu'un a continué à dire je vais faire cette réforme, il a obtenu une majorité parlementaire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, enfin, dans un pays comme le nôtre? Mais écoutez, la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie n'implique pas qu'une fois élue, l'opposition ne puisse pas développer des arguments. D'autre part, la manière dont les députés En Marche ont été élus. Moi, j'ai vu sur mon territoire peu de candidats faire campagne pour dire on va casser le droit du travail. Y compris le président Macron est resté dans un flou sur ce sujet-là comme sur d'autres, artistique au point qu'on ne savait pas ce que comporterait sa réforme. Donc sur la légitimité et du suffrage universel autour du président Macron et de la nature de ces projets, on pourra en discuter aussi. Est-ce qu'il a dit Laurent Pietraszewski, j'ai envie de vous faire commenter. Vous voulez pas entendre Philippe Martinez? Je suis dans pas pour le dialogue social constructive. J'ai pas soutenu Emmanuel Macron au premier tour. Un autre candidat au deuxième tour l'a soutenu. Enfin, attendez, il faut accepter le résultat des urnes. Ou alors il n'y a plus d'expression démocratique. Je suis désolé. Non, mais il faut accepter la démocratie. Ou alors je vais vous ressortir la phrase de Léniel de 1980, vous n'avez certainement pas oublié. André Léniel. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Il avait sorti ça dans l'hémicycle ici. Vous imaginez le truc. Donc moi je dis simplement, c'est pas parce que le président de la République s'exprime, il a toujours raison, c'est pas ce que je veux dire. Regardez sur les 13 milliards annoncés hier des baisses d'investissement des collectivités, je considère que c'est une faute. Et d'ailleurs je l'ai dit aujourd'hui. Il avait annoncé 10, donc il va un peu plus loin. Et je l'ai dedans, il avait dit 10. Il avait dit 10, un peu plus loin, c'est ça. Il va plus loin. Ce que je veux dire, c'est que acceptons quand même qu'il y a une majorité parlementaire. C'est ainsi, il faut l'acter les choses. Ou alors, lorsque entre 2012 et 2017, il y avait une majorité de gauche, on n'avait qu'à dire on l'accepte pas. Non, je parle de démocratie. Ça passe par les urnes, il y a des résultats, et après les résultats sont là. Regardez, après, les électeurs, ils diront ce qu'ils ont à faire la prochaine fois. Autre sujet sensible. Il est contenu dans les 8 propositions, les 8 thèmes qui ont été évoqués dans l'hémicycle, c'est le fameux compte pénibilité. Ça, c'est un vrai sujet parce que depuis sa création, les chefs d'entreprise expliquaient qu'il était très difficile de le mettre en place, complexe, difficile, et notamment pour les petites, moyennes entreprises. Ce compte pénibilité, les LR auraient souhaité le voir tout simplement disparaître. Il va se transformer en compte professionnel de prévention. Écoutez justement Philippe Martinez qui, lui, sur ce point, est arc-bouté. Regardez. C'est une complémentarité. Il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tout l'été aux côtés des salariés. Nous sommes sur le Tour de France pour diffuser des explications sur la loi. Nous sommes auprès des saisonniers qui sont sur les plages ou dans les hôtels-restaurants. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Mais ça n'aurait pas été plus simple de faire une journée d'action le même jour C'est le rôle des syndicats, c'est le rôle de la CGT d'expliquer, d'alerter et de se mobiliser quand c'est nécessaire. Et nous espérons bien que le 12 septembre, il y aura beaucoup de salariés, de travailleurs, de citoyens qui se mobiliseront et ça sera peut-être une première d'une longue série. Voilà, vous l'aurez compris, il ne parlait pas, Philippe Martinez, de ce compte pénibilité, mais c'est aussi un thème passionnant. Il évoquait la concurrence, évidemment, entre les partis politiques et les syndicats, mais cette thématique a déjà été évoquée. Sur le compte pénibilité, évidemment, la CGT, je le redis,
même si ce n'est pas l'extrait qu'on a choisi arc-bouté, il ne faut pas toucher à ce compte pénibilité. Les débats ont eu lieu dans l'hémicycle, ils passent de pénibilité à prévention, parce que c'est donné, le président dit que c'est donné une mauvaise image au travail. Qu'est-ce qui a changé là? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Parce que la droite souhaiterait qu'il n'y ait plus de compte du tout. Un mot, on va répondre, mais un mot pour dire que c'est comme là aussi un bon exemple. C'est un bon exemple du fait que cette loi avise à maintenir les acquis sociaux là où ils sont et à faire évoluer pour qu'ils puissent être en réalité des acquis sociaux. Effectivement, ce compte pénibilité, la difficulté, c'est qu'il était principalement adressé, qui pouvait mesurer les temps pour porter d'exposition à telle lumière, à tel produit chimique. Les grosses entreprises qui ont des équipes ressources humaines, des équipes d'encadrement qui peuvent faire tout cela. Les TPE, PME, celles qui nous intéressent et dont tout à l'heure notre collègue a rappelé que ce sont celles qui, d'ailleurs on est tous d'accord en fait, ce sont celles qui sont créatrices d'emplois. Eh bien, elles se trouvent en difficulté avec ce type d'outils. Non pas qu'elles ne veulent pas reconnaître, quand on est dans une entreprise familiale, bien sûr qu'on reconnaît que son collaborateur puisse porter des charges lourdes à un moment donné, boulanger qui porte à un moment donné des sacs, etc. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que ça puisse être concret, ça puisse se réaliser. En fait, ce n'est un acquis social que dans la mesure où c'est réalisable. 96% des entreprises, plutôt à la retraite, des petites entreprises, oui, bien sûr. Ça l'idée. Donc de cumuler des points pour partir plus tôt. 96% des petites entreprises n'étaient pas au rendez-vous de ces déclarations. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est un super truc, mais c'est inutilisable, et donc on continue entre nous, dans les studios, ici, à discuter en disant c'est un super truc. Voilà. Mais personne ne peut le faire. Alors Sébastien Jumel et Philippe Vigier, mais globalement, vous entendez, ça ne marche pas. D'abord, il y a le texte. Non, l'idée est belle. Non, mais d'abord il y a le texte, ensuite il y a le contexte. Le texte, on peut faire la démonstration qu'il y avait des lourdeurs administratives qui pouvaient faire l'objet de corrections et d'améliorations. Et puis il y a le contexte. Le contexte, c'est la réalité des entreprises. Lorsqu'on travaille au Bouchot dans une verrerie à la chaleur, lorsqu'on travaille dans une raffinerie confrontée aux risques chimiques, lorsqu'on travaille au marteau piqueur dans le bâtiment, eh bien on est confronté à des risques de pénibilité qui sont supérieurs à ceux de celui qui est avocat d'affaires. Mais ils sont contestés dans le compte de prévention, c'est remis en cause. Les 4 critères allégés, les vibrations, risque chimique. Il y en a 4. Vibrations, risque chimique. Le troisième, les deux autres, les charges lourdes, sont quand même relativement faciles à identifier en fonction de la nature du travail. Et puis, dans le contexte, ce texte qui vise au bout du compte, à priver un certain nombre de salariés de la reconnaissance de leur pénibilité, dont je rappelle que l'espérance de vie, tous n'ont pas été supprimés. L'espérance de vie en fonction du métier qu'on a n'est pas la même pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et puis dans un contexte où le scandale de l'amiante et d'une jurisprudence qui ne permet plus aux 100 000 victimes de l'amiante d'obtenir réparation se réalise. Eh bien, ça fait beaucoup pour un texte qui prétend prendre en compte la protection des salariés, y compris sur les questions de pénibilité. Ce que vous dites est très concret, et ce que j'entends, c'est que ça ne fonctionne pas, Philippe Vigier. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui disaient il ne faut plus de compte parce que c'est malgré tout une usine à gaz complexe, ou est-ce que vous dites, vous, chez les constructifs ou à l'UDI, que oui, il faut quand même réinventer quelque chose de plus souple qui permette aux salariés de partir plus tôt lorsqu'ils ont peiné pendant 40 ans de carrière? Moi, je vais dire 2-3 choses simples. La première, ce compte pénibilité était mis en place par la gauche à l'époque pour habiller cette réforme de retraite. Ça faisait bien, ça faisait marqueur de gauche. Ça s'est passé comme ça. La preuve. Savez-vous à combien de jours est plafonné le compte pénibilité? C'était pas une panacée, vous avez raison. Ça veut dire que plafonner un compte pénibilité à 24 jours tel qu'il avait été établi, on avait dit le risque c'est 24 jours, après c'est terminé. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, pas du tout. Maximum. Il y avait un temps maximum dans la loi. Ça veut dire qu'il n'avait même aucune confiance dans l'idée que ce dispositif était intelligent. Deuxième chose. C'est de l'affichage. J'ai la chance d'avoir une entreprise, absolument. J'ai la chance d'avoir une entreprise allemande dans ma commune et qui exporte, c'est la seule au monde qui fabrique ça. Thermomix, vous connaissez peut-être ça. Le bonheur de toutes les femmes. Le bonheur de toutes les femmes, on en sort 5000 par jour. Les hommes. Je vous invite à venir voir. Oui, je viendrai. L'ergonomie, vous verrez ce qui a été fait. Donc arrêtons une fois de plus de stigmatiser. Ça vous dit que l'entreprise est capable elle-même l'adaptation même des postes de travail.
pour les salariés. Sur proposition des CHSCT. Sur proposition qui vont fusionner. Pour décider d'investir un fric fou. Mais les patrons respectent le droit du travail, j'imagine. Sans aucune subvention, et ils l'ont fait. À côté de ça, une fois de plus, c'était les petites entreprises qui sont concernées. Parce que les petites, c'était compliqué à mettre en place. Mais dans les petites entreprises, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il peut y avoir des accompagnements qui peuvent être faits par les directions du travail, les prêts ne seraient que des chaussures de sécurité. Lorsqu'on est maire, mon cher collègue, vous savez comme moi, peut-être que dans votre ville de Dieppe, il y a des canalisations en plomb, vous les avez toutes enlevées. Moi qui suis biologiste, la rémanence du plomb, il en reste partout en la France, rémanence du plomb, vous me parlez monsieur. tous de l'amiante, mais moi je vais vous parler de la rémanence du plomb avec à ce qui se passe à l'heure actuelle sur le Saturnine qui est en train de progresser. Personne ne dit mot sur cette question. J'ai essayé d'amener l'agence de l'eau localement pour les financements complémentaires et je me suis cassé les dents. Et pourtant, j'ai fait ce qu'on appelle, vous voyez, moi je parle concret des réseaux séparatifs. Donc et puis c'est pas mon métier, donc ces expositions. Vous avez raison, mais honnêtement, de dire à un travailleur, je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Comme vous avez un métier très difficile, vous étiez sur le toit, vous étiez exposé avec des matières chimiques, on va mettre un compte pénibilité, de toute façon vous vivrez 10 années de moins que les autres, c'est pas acceptable. Pour moi, je veux la prévention, je veux l'accompagnement tout au long de la vie. C'est là où ça commence. La protection, quand je vois la peinture qui se fait dans certaines conditions, là il vaut mieux accompagner les entreprises, quitte à leur donner des financements, à prendre des tenues pour mieux protéger leurs salariés. Votre père était victime de l'amiante. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais j'ajoute que dans le contexte, on prive les salariés de l'expertise des comités d'hygiène et de santé au travail. Qui vont fusionner, on n'en a pas parlé. Qui fusionnent avec des prérogatives diminuées et avec des capacités de proposition et de temps disponibles pour les salariés diminuées, alors qu'elles sont aussi souvent force de proposition intelligente dans les entreprises, Gilles Berset, au service avant de nous quitter, non pas seulement de la santé des salariés, Gilles Berset mais aussi de la qualité de l'emploi. Trois points très rapides. D'abord, toute cette entreprise de construction des comptes pénibilité est issue d'un accord interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier 2013 par des syndicats, mais pas par la CGT. Oui, vous avez raison. Il faut le rappeler. Les choses ont été entamées ainsi, et c'était un combat très fort, par exemple, de la CGT. Deuxièmement, l'idée, c'est pas d'arrêter. Ça, c'est un vrai débat. Philippe Vigier dit c'est l'entreprise qui s'adapte. Elle est capable. D'en apprécier la faisabilité. Il y a des éléments du compte pénibilité, des approches de cette pénibilité qui étaient ingérables. Oui, c'était très complexe. Des petites entreprises. Il faut en discuter. On se faisait plaisir. Et remettre à plat. Voilà. Il faut remettre à plat. Il faut discuter des éléments. Et puis, il faut regarder ce que font les autres. Les pays à côté de nous, qui ne sont pas des pays, à ce que je sache, où les gens vivent dans des conditions ignobles. Vous parliez des Allemands, par exemple. Il n'y a pas de CHSCT en Allemagne. Il y a un comité d'entreprise qui a un autre pouvoir. C'est ça, mais qui a des prérogatives exactement. Et quand on parle de fusionner les institutions représentatives du personnel, c'est justement pour que cette nouvelle institution représentative du personnel qui fusionnera tout ce qui existe à l'heure actuelle, les 4 types d'IRP, et plus de puissance pour, entre autres, apprécier le mot de la fin. Vous voulez parler du CHSCT, on n'a pas parlé de la fusion des instances avec le modèle allemand que vous contestez, Sébastien Jumel. Un mot pour qu'on Oui, on pourra appeler ça conseil d'entreprise, mais peu importe le terme qui sera utilisé, cette instance fusionnée, d'abord, elle ne concerne que les 3 instances que sont les délégués du personnel, le comité d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail et le comité d'établissement. Donc ce sont ces 3 instances qui sont fusionnées. On a eu plusieurs débats, y compris avec notre collègue le député Jubel sur ce sujet-là dans l'hémicycle. Et on a bien précisé, la ministre nous a bien précisé d'ailleurs, et on l'a bien entendu, que les prérogatives du CHSCT se retrouveront dans cette instance fusionnée. Et d'ailleurs, on a tout intérêt à les retrouver. Donc c'est pour ça que je voulais absolument pas laisser notre collègue sur ce sujet-là nous dire qu'il y aura moins de pouvoir. Merci. J'ai un regret sur la médecine du travail. D'ailleurs, on a voté avec les communistes, la France insoumise. J'avais proposé que les médecins de famille puissent permettre à un salarié qui était arrêté de reprendre et non pas qu'on attende. Il y a un hypothétique médecin du travail parce qu'on en manque de plus en plus et c'est une insécurité juridique pour le patron de faire reprendre quelqu'un qui très intéressante et pour le salarié qui évidemment reprend sans même savoir s'il est en capacité de le faire. Et là, la ministre a été fermée sur cette idée-là. C'est un grand regret de ma part. C'est pas entendu faire. Moi, j'ai entendu qu'elle regarderait le sujet. D'instances de représentation, on aurait. Attendez, c'est le bazar. Non content de priver les salariés de leur comité d'hygiène et de santé au travail, on prive l'inspection du travail et la médecine du travail de moyens réels
réel et donc ça aggrave la situation. Merci à vous quatre. Laurent Pietraszewski, merci de venir sur ce plateau, député de La République En Marche, rapporteur de ce texte sur le travail, et vous venez de la vie civile, de l'entreprise. Merci d'être venu avec nous. Gilles Berset, merci, économiste et professeur d'économie. Merci à Philippe Vigier, député UDI d'Eure-et-Loire, groupe Les Constructifs. Merci à Sébastien Juvel, député communiste de Seine-Maritime, et on l'aura bien entendu, ancien maire de Dieppe. Demain, on parle de la défense. Ah, d'abord, non, le vote JDD, c'est intéressant, il y a près de 600 votants à la question qui a été posée aux internautes du JDD, qui est notre partenaire. L'adoption de la loi travail va-t-elle provoquer une mobilisation sociale d'envergure? Alors évidemment, on a regardé, les internautes regardent dans une boule de cristal parce que personne n'en sait rien. Oui, à 58%, disent-ils, et 42% pensent qu'il n'y aura pas de mobilisation sociale. Merci de votre fidélité. Demain, on parle de l'armée. C'est très tendu entre le chef d'état-major des armées et Emmanuel Macron, évidemment. C'est explosif. Venez nombreux demain soir nous regarder. Bonne soirée. À demain. Bonsoir.